Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau Kangen. Regardez cet endroit franchement magnifique avec ce sous-bois, cette lumière incroyable qu'on trouve bien sûr dans la nature. Regardez autour de moi. Je propose qu'aujourd'hui on montre une série de 4 capsules que je vais dédier notamment à l'eau en général. Je propose qu'on passe aujourd'hui en revue finalement l'eau, d'où elle vient. On va parler de l'eau bien sûr du robinet, de l'eau où est-ce qu'elle est puisée, comment elle est puisée, de quelle manière elle est également potabilisée. On va également parler de l'eau en bouteille. On va faire également une deuxième capsule, une mini-capsule que je consacrerai à l'eau en bouteille pour aussi comprendre les différentes sortes d'eau en bouteille. La troisième, on parlera également des eaux du monde. Vous verrez qu'aussi c'est intéressant de faire le tour de la planète et de se rendre compte qu'aujourd'hui, bien, l'eau un peu partout pose problème, que ce soit l'eau potable ou l'eau même en bouteille. Et en quatrième lieu, on fera une quatrième capsule. On fera donc dans cette quatrième mini-épisode, on fera une synthèse finalement, et on reviendra à notre sujet qui est l'eau Kangen, pour simplement essayer d'avoir en fin de compte une visu, un panorama finalement du domaine de l'eau, qui, sachez-le, est un domaine très complexe, très important, que je ne peux absolument pas non plus complètement visiter. Il y a beaucoup trop de choses qu'on pourrait dire. Alors je vous le rappelle toujours, je fais toujours cet avertissement en début de capsule, je ne suis pas médecin. Je ne pronométrerai rien en termes de thérapeutique sur l'eau Kangen. Je ne peux absolument pas faire aucune allégation médicale. C'est pour ça que vous retrouvez toujours ce visuel derrière moi dans la vidéo qui vous explique que je ne suis pas médecin, que cette chaîne n'a aucune vocation sur le plan médical. En deuxième lieu, vous le savez, je suis aujourd'hui quelqu'un qui produit 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le samedi. N'oubliez pas de vous abonner, c'est en bas à droite sur votre écran. Simplement appuyez sur le bouton pour vous abonner sur ma chaîne. Je propose donc qu'on démarre ma première capsule aujourd'hui sur l'eau du robinet en général et comprendre aujourd'hui finalement quel est le marché de l'eau minérale, comment notamment elle est aujourd'hui organisée, comment elle est captée, et on verra en dernier lieu sur la capsule et sur chacune de mes capsules finalement les problématiques qu'on a aujourd'hui notamment au niveau de ces eaux. Alors pour démarrer cette capsule, on va regarder ensemble finalement le marché de l'eau, comment il est organisé notamment en France et en Europe, puisqu'on parlera des États-Unis dans une autre capsule et du reste du monde. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'eau, on devrait se dire tous ici que l'eau est un bien commun, donc qui ne devrait même pas être payant, puisque l'eau étant une ressource naturelle. Mais sachez que malheureusement aujourd'hui, l'eau elle est payante pratiquement partout dans le monde, en tout cas notamment dans les pays comme le nôtre, la France. Alors, la seule chose également que j'aimerais dire peut-être en début de capsule, c'est qu'évidemment aujourd'hui, on va parler des problématiques de l'eau, et je suis absolument conscient qu'aujourd'hui, même si notre eau aujourd'hui est loin d'être potable dans tous les sens du terme, je mets bien évidemment un bémol concernant notamment certains pays comme l'Afrique, où je connais des gens qui y vivent, où j'avais même moi-même des gens qui me disaient que dans certains pays d'Afrique, on ne peut même pas boire l'eau sous peine de s'empoisonner. Donc évidemment, l'Afrique fait vraiment partie, comme beaucoup d'autres continents, comme l'Inde également, comme certains pays dans le monde où l'eau en tout cas n'est pas bonne à boire. Donc bien sûr qu'on mettra toujours ce bémol pour comprendre que quand même dans nos pays ici, dits civilisés, l'eau est bien sûr de bonne qualité. Mais néanmoins, ça ne m'a pas empêché quand même de vous décrire aujourd'hui ce qu'est le marché de l'eau. Sachez que contrairement aujourd'hui à la grande partie du monde, en France, sachez-le, l'eau est largement un marché qui a été vendu aux entreprises privées. Et c'est d'ailleurs très paradoxal, il faut savoir que globalement, on le dit, on est pratiquement le seul pays de la planète où l'eau a été massivement, vendue à des entreprises privées. Le reste du monde, globalement, a beaucoup plus de l'eau est un bien public, en tout cas qui est exploité par notamment les communes et les villes. Donc sachez qu'en France, c'est vraiment une particularité tout à fait particulière. Alors, vous le savez globalement, je vais vous le dire, le marché de l'eau aujourd'hui, pour plus de 64%, c'est de deux grands géants qu'on connaît qui s'appellent Veolia et Suez. Et un autre groupe de 12%, c'est la SOR. Et donc le reste du marché, ce sont des petites entreprises également, des opérateurs privés de beaucoup plus petite taille. Donc vous voyez, ce qui est déjà intéressant de savoir, c'est que malheureusement aujourd'hui, l'eau est exploitée par des sociétés privées. Et sachez même qu'aujourd'hui, ces sociétés elles-mêmes cherchent de plus en plus à capter notamment et à récupérer la gestion qui est faite par les communes souvent pour les mettre dans leur giron pour justement pouvoir en faire également beaucoup d'argent et de profit. Alors sachez également que sur le plan légal aujourd'hui, l'eau elle peut être confiée de 2 manières, hein. Ça c'est la loi qui le dit. Soit effectivement elle est confiée à votre commune qui va donc exploiter l'eau avec un syndicat des eaux, ou elle peut être tout à fait, et ça c'est tout à fait légal, confiée à un opérateur privé. Et bien sûr, ce qui va faire la différence, c'est le prix bien sûr du mètre cube, puisque sachez qu'aujourd'hui, malheureusement, chez un opérateur privé, l'eau va être beaucoup plus chère, puisque forcément, ce sont des gens qui ont des infrastructures beaucoup plus importantes. Et sachez que par exemple, l'eau en moyenne aujourd'hui, elle coûte 0,3 centimes le litre. Donc sachez qu'aujourd'hui, une des raisons du succès de l'eau du robinet, c'est bien sûr son coût
qui est largement beaucoup plus intéressant que bien sûr l'eau en bouteille. Alors ce qu'il faut ensuite savoir, c'est que le marché français notamment, ce qui fait que ce marché a un fort attrait notamment chez les tapeurs privés, c'est bien, vous le savez, la France, géographiquement parlant et dans le monde entier, a souvent cette image notamment de l'eau. Et sachez que notamment quand on prend par exemple une marque comme Evian, eh bien, elle a construit son succès à l'international justement sur les Alpes et le fait que nous ayons un patrimoine qui est très important, que ce soit les lacs, que ce soit les Pyrénées, que ce soit les Alpes. Donc toute la partie également des Vosges où notamment on trouve beaucoup de marques d'eau. Donc sachez que les opérateurs en eau ont aujourd'hui mis la main sur quelque chose qui est véritablement un trésor et un filon financier qui est très important. Et en France, on a quand même 33 150 points de captage. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très très important. Donc on capte l'eau vraiment dans beaucoup d'endroits. Et sachez qu'aujourd'hui, eh bien, la quasi-totalité, les 2/3 de l'eau qu'on va capter en France pour l'amener à notre robinet, ce sont donc à base de ce qu'on appelle les nappes phréatiques, les sources naturelles, les sources aquifères, ça s'appelle. Ou également, on peut parler également de artésiennes, donc ce sont des eaux qui carrément jaillissent à la surface. Donc vous voyez que globalement, l'eau qu'on va boire aujourd'hui à notre robinet est une eau essentiellement qui vient de notre sol. Les 1/3 restants, eh bien, ce sont des rivières, des torrents, des lacs. Puisqu'il faut savoir qu'également on puise aujourd'hui de l'eau dans ces endroits. J'en prends par exemple pour exemple, si vous habitez à Paris ou à Lyon, eh bien sachez qu'aujourd'hui toutes ces sociétés, à grand renfort de communication, font beaucoup de publicité autour de la qualité de ces eaux. Parce que sachez qu'aujourd'hui l'eau de Paris, eh bien c'est de l'eau de la Seine, mais également de l'eau de la Marne qu'on va boire. Donc sachez qu'en tout cas, vous savez également à Marseille ou à Lyon, eh bien à Lyon on boit de l'eau de Lyon, moi qui suis même de l'eau de Valence. Eh bien sachez qu'aujourd'hui à Valence, eh bien, la Société des eaux a véritablement mis en œuvre vraiment une grande campagne de sensibilisation sur la qualité de ces eaux. Alors vous voyez, on pourrait en fin de compte classifier ces eaux en deux grandes catégories d'eau. On va appeler ça donc les eaux artésiennes, les eaux de nappe phréatique, on appelle ça des eaux profondes. Et donc toutes les eaux de lacs et de rivières sont appelées les eaux superficielles dans le jargon de l'eau. Quelque chose qui est bien protégé, heureusement d'ailleurs. Et vous avez peut-être d'ailleurs parcouru, si ce n'est pas le cas, moi je me souviens très bien là où j'habitais avant, près de chez mes parents, eh bien, il y avait carrément des périmètres de sécurité, notamment là où l'eau était pompée, notamment en dessous des nappes phréatiques, pour éviter justement toute forme de contamination, notamment je pense aux agriculteurs, mais également aux gens qui pourraient déverser beaucoup de produits, parce que vous le savez, la terre est perméable, donc par perméabilité, on le sait, l'eau malheureusement peut se trouver contaminée. Donc sachez que globalement partout, les eaux sont surveillées, notamment au niveau de leur périmètre de sécurité. On parlera également de quelque chose qui est assez ancien, qui date du début du XIXe siècle, sont les châteaux d'eau, qui ont d'ailleurs eu vocation à nous faire penser que, comme l'eau qui venait des montagnes, mais là c'était surtout pour des raisons aussi, à l'époque on ne savait pas gérer la pression d'eau, eh bien on faisait simplement arriver l'eau dans les maisons par pression descendante, simplement par la pression atmosphérique. Donc sachez que les châteaux d'eau sont également une manière d'exploiter l'eau et de la protéger, notamment dans un milieu fermé. Alors le troisième point maintenant qui sans doute vous intéresse, c'est notamment ce qui traite de la potabilité, parce que vous le savez, l'eau avant d'arriver à votre robinet, elle doit être potabilisée, c'est-à-dire que suivant des critères de potabilité qu'on va voir tout de suite ensemble, eh bien cette eau va subir des transformations, parce qu'aujourd'hui malheureusement l'eau souvent contient des contaminants, des polluants principalement. Et il faut savoir qu'en fin de compte, si on doit aujourd'hui prendre une définition de ce qu'on appelle l'eau potable, je vais vous la lire, elle est d'ailleurs assez intéressante et elle doit nous poser des questions, parce qu'écoutez bien, on vous dit une eau qui peut être consommée sans porter atteinte à la santé de celui qui la consomme. Donc vous voyez qu'encore une fois, on reste sur quelque chose qui est un critère extrêmement flou. Effectivement, une eau qui ne porte pas atteinte à notre santé, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est exempte de tout produit qui peut éventuellement nuire à votre santé. Mais en tout cas, ce qu'on met en évidence, c'est qu'ici, cette eau doit répondre en tout cas à des critères qui ne doivent pas vous rendre malade, qu'on appelle des usines de potabilisation. On pourrait également parler des stations d'épuration, mais ça c'est autre chose. Ça concerne les eaux usées, mais sachez qu'aujourd'hui, une eau par exemple que l'eau de Paris qui est puisée dans la Marne, eh bien, elle va passer dans une usine de potabilisation où elle va subir plusieurs traitements. En réalité, il y en a 3 majeurs, je ne vais pas les détailler parce qu'ils sont beaucoup plus compliqués que ça. Mais le premier, c'est la clarification. Donc on va déjà chercher à enlever déjà tout ce qui est aujourd'hui des clairs et enlever notamment tout ce qui est éléments qui pourraient notamment nuire à sa clarté. La deuxième, c'est la désinfection. Parce qu'évidemment, si on ne la désinfecte pas, il y a des bactéries. Et là, on va utiliser des choses qu'on connaît, du peroxyde, de l'ozone, des UV. Et bien sûr, le plus connu, c'est le chlore. D'ailleurs, qui est souvent aujourd'hui une des problématiques de l'eau du robinet, puisqu'il suffit d'ouvrir de l'eau du robinet à la maison pour se rendre compte qu'elle souvent, eh bien, l'odeur qu'il ressort, c'est le chlore.
Le troisième aspect de cette eau, ensuite, elle est envoyée donc par des pompes et dans les canalisations. Donc c'est ce qui fait qu'en fin de compte, ensuite, cette eau va permettre d'alimenter donc les réseaux et ensuite arriver à votre robinet. Sachez qu'en France, on a quand même plus de 900 000 km de canalisation. Donc vous voyez que c'est considérable. Alors bien sûr, tout ça s'est construit au fil du temps. Et voilà donc dans les grandes lignes aujourd'hui comment l'eau est apportée à votre maison. Alors ensuite, je vais vous parler de la potabilité, finalement, de quels sont les critères appliqués à cette potabilité, parce que bien sûr, on a établi des normes. Alors sachez que ces normes, bien sûr, moi je ne sais pas qui les a établies, mais il est certain qu'aujourd'hui, si on doit s'intéresser à la potabilité de l'eau, évidemment que les critères seraient toujours discutables, mais sachez qu'aujourd'hui, je vais vous donner ceux qui sont notamment appliqués par la législation en France, sachant que, on va le voir tout à l'heure, à l'international, c'est complètement différent. Mais sachez qu'aujourd'hui, on va regarder 4 paramètres principaux. Le premier, c'est la qualité organoleptique, donc la couleur de l'eau, son odeur, sa saveur, sa turbidité, donc le fait qu'elle ne soit pas justement opaque ou qu'elle ne soit pas faite avec de la boue notamment. Le deuxième critère sont les paramètres physico-chimiques. Donc là, on va regarder plutôt sa température, son pH. Il y a également des normes en matière de chlorure, donc de sel, puisqu'on estime qu'une eau de bonne qualité doit avoir 250 mg par litre. Les sulfates également sont contrôlés, puisqu'on dit qu'également 250 mg par litre, c'est la norme qu'on ne doit pas dépasser. Et le plomb, puisque je sais que le plomb, on va en parler tout à l'heure, est une des problématiques. Le troisième, c'est la présence de substances toxiques, parce qu'évidemment dans l'eau, potentiellement on le sait, il peut y avoir des produits dangereux. Et principalement ceux qui sont sauvés sont l'arsenic, le cadmium et le plomb qu'on retrouve encore ici. Et en quatrième et dernier paramètre de potabilité de l'eau et de critères de qualité de l'eau, ce sont les paramètres microbiologiques. Donc là, on va effectivement avoir avec bien sûr toutes les problématiques des organismes pathogènes, notamment les coliformes fécaux, les matières fécales qu'on rencontre dans l'eau qui potentiellement bien sûr peuvent nous rendre malades. Alors comme je vous le disais en départ de capsule, ce que je vais simplement maintenant chercher à regarder avec vous, c'est les problématiques majeures qu'on rencontre avec l'eau du robinet. Outre la qualité, je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, on ne va pas faire une capsule. J'en ai déjà fait sur notamment ce qu'on trouve dans l'eau. Sachez qu'aujourd'hui, on le sait, dans l'eau, il y a des médicaments, il y a des hormones, il y a notamment la nanotechnologie a malheureusement abîmé considérablement la qualité des eaux. Mais ça ne sera pas l'objet d'une autre capsule. On va surtout s'intéresser finalement à comment l'eau est acheminée dans votre maison, à votre robinet. Et notamment, on va parler des canalisations, parce que sachez que j'ai regardé aujourd'hui des sites très officiels, hein, comme notamment des sites de certaines municipalités, des sites qui sont véritablement sur Internet. Donc tout ce que je vous dis là, vous pourrez le retrouver et aller le lire. Et je vais vraiment vous montrer des choses qui sont d'ailleurs assez intrigantes, assez curieuses. Alors déjà, le premier constat qu'on peut faire, c'est que bien sûr, depuis qu'on a d'une certaine manière domestiqué l'eau, bien sûr, on a mis cette eau dans des châteaux d'eau, dans des canalisations, mais d'une certaine manière, on lui a fait perdre beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que vous voyez, comme cette rivière qui coule derrière moi, en pleine nature, c'est une eau qui est vivante, c'est une eau qui contient beaucoup d'ions négatifs. Ben, sachez que simplement par le fait déjà d'amener cette eau dans des canalisations qui sont fermées, qui ont ensuite des angles droits, eh bien une eau dans une canalisation n'a absolument pas la même vitalité, bien sûr, que l'eau de ce ruisseau qui coule derrière moi. Donc déjà, sachez qu'aujourd'hui, le fait d'avoir potabilisé l'eau lui a fait perdre, bien sûr, une partie d'énergie qui est extrêmement importante. En deuxième lieu, je vais vous parler des canalisations et je me suis penché sur deux problèmes que j'ai trouvés d'ailleurs assez facilement sur Internet, qui sont notamment des canalisations qui ont été posées en PVC, de plastique. Vous savez que le plastique, à un moment donné, a été notamment une des solutions pour permettre à l'eau d'être canalisée. Et notamment, j'ai trouvé une étude où avant 1980, on a parlé de canalisations qui s'appellent en CVM. Ça s'appelle le chlorure de vinyle monomère. Et en fin de compte, il faut savoir que ces canalisations aujourd'hui posent problème, puisqu'on s'est rendu compte que, notamment, il y avait eu plus de 500 000 km de canalisations posées en France, et que ces canalisations, écoutez bien, aujourd'hui posent problème au niveau santé. Puisqu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, eh bien, ces canalisations pouvaient potentiellement provoquer, et ça a été malheureusement documenté, des cancers du foie, des carcinomes également. C'est un peu la même chose, mais en tout cas, sachez que vous voyez, aujourd'hui, ben, le plastique, parce que ce plastique malheureusement pose problème, eh bien, il avait tendance à migrer dans l'eau. Et on sait aujourd'hui, malheureusement, les populations qui ont été exposées à cette eau qui a été aujourd'hui passée dans ces canalisations, donc qui sont des canalisations plastiques, ont malheureusement contracté des cancers. Et il faut le savoir, je vais vous donner l'information, avant 1980, on a estimé qu'il y avait 2000 mg par litre. Aujourd'hui, c'est 1 mg par litre, vous voyez, c'est 2000 fois moins. Et donc, on s'est vraiment rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait vraiment beaucoup de problèmes, vous voyez, simplement sur des canalisations. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui,
sans s'intéresser forcément à la qualité de l'eau. Ce qui va poser problème finalement, c'est le contenant, c'est dans quoi on fait acheminer l'eau. Donc ça c'est le premier problème, donc ce fameux CVM. Allez regarder, vous verrez qu'aujourd'hui malheureusement ça a toujours à voir avec la nanotechnologie. Vous voyez, on a pendant longtemps commencé à faire des polymères, à faire de la chimie avec le plastique, sans forcément se rendre compte que ce plastique potentiellement pouvait se dégrader. Et on vous dit qu'aujourd'hui, changer cette canalisation coûte énormément d'argent, ça coûte beaucoup en infrastructure, puisqu'il faut bien sûr tout démonter et tout remplacer. Alors, le deuxième problème que j'ai identifié comme étant un problème majeur en France, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le plomb. Sachez qu'aujourd'hui, on estime qu'aujourd'hui, il existe encore plus de 22% des logements qui ont notamment encore des canalisations en plomb. Alors pourquoi ça pose problème? Parce qu'on sait le plomb malheureusement, et ça c'est connu depuis l'Antiquité, le plomb fait extrêmement mauvais ménage avec l'eau, d'autant qu'aujourd'hui lorsqu'on chlore, ça monte le pH, et sachez que le pH, un pH alcalin va avoir tendance à augmenter la fragilisation du chlore dans la canalisation et donc en augmenter la concentration. Donc sachez que le plomb malheureusement, on le sait, est à la base du saturnisme, notamment chez les enfants, mais il peut également créer beaucoup de maladies, je pense, sur le cerveau. Mais ce qu'on sait aussi beaucoup moins, c'est qu'avant 1950, malheureusement, les peintures notamment qu'on avait dans les maisons contenaient beaucoup de plomb. Et sachez que même sans en boire dans l'eau, on en a beaucoup respiré, parce qu'encore une fois, le plomb est quelque chose qui se dégage. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, en fin de compte, on se rend compte que simplement les matériaux employés qui vont être en contact avec l'eau vont justement lui conférer malheureusement des propriétés qui peuvent être toxiques. Regardez, aujourd'hui, c'est des sites très officiels comme l'ARS, qui aujourd'hui surveille de très près bien sûr les canalisations en plomb. On estime qu'aujourd'hui il reste encore en France 5% vous voyez, de canalisation, c'est quand même beaucoup à l'échelle d'un pays comme la France qui a plus de 60 millions d'habitants, donc c'est quand même encore beaucoup de se dire qu'il y a encore 5% vous voyez, potentiellement de gens exposés au plomb, parce qu'encore une fois aujourd'hui sachez que ça coûte de l'argent de pouvoir faire la réfection de tout ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit très souvent dans nos villes bien sûr des grands programmes de réhabilitation des canalisations, parce qu'on le sait encore une fois, le plomb représente potentiellement une menace très importante sur notre santé. On voyait encore en fin de compte, je voulais juste terminer pour vous parler des châteaux d'eau. Les châteaux d'eau, comme je vous le disais, qui ont été inventés en Allemagne mais également en France pour justement être une parade à justement pouvoir stocker de l'eau. Alors sachez qu'également, ce qui est tout à fait inquiétant sur les châteaux d'eau, c'est qu'on le dit, la grande majeure partie d'entre eux sont mal entretenus, sont souvent des édifices qui sont assez anciens, ils sont pour certains plus d'un siècle. Et surtout, la problématique que ça pose, c'est justement d'être capable de justement avoir une bonne perméabilité de ces installations. Mais en tout cas, ce qui était tout à fait ingénieux, c'était de se dire qu'à l'époque, on avait simplement imaginé que l'eau des montagnes qui pouvait descendre jusque dans les habitations, et bien de la même manière, en la stockant dans des châteaux d'eau, au-dessus des habitations par simple effet de la gravité, on allait pouvoir simplement alimenter les maisons en eau avant qu'on découvre bien sûr les systèmes de pompage qui allaient pouvoir justement permettre à créer de la pression d'eau. On arrive au bout de cette capsule et je vous le rappelle, notre eau Kangen, bien sûr, cette eau vraiment fantastique pour notre santé. Je vous le rappelle, c'est 3 propriétés fondamentales. La première, c'est une eau qui est alcaline, donc qui est un pH basique au-delà de 7. Et sachez que c'est important, pourquoi? Parce que ça va renforcer vos tampons alcalins, ça va permettre de drainer l'acidité de votre corps. La deuxième qualité, c'est une eau qui est antioxydante, donc qui va lutter contre le vieillissement prématuré de vos cellules, qui va lutter contre cette rouille cellulaire, cet excès de rouille, qui aujourd'hui, on le sait, ça a été documenté scientifiquement, fait partie des problématiques aujourd'hui également du lit des maladies, notamment d'un terrain favorisant la maladie. La troisième, c'est une eau hexagonale, c'est une eau structurée en microcluster qui va vraiment vous hydrater pleinement, permettre à votre cellule de fonctionner correctement et surtout de redonner à votre corps le pouvoir de se réguler lui-même. Voilà les amis, c'était la fin de cette première micro-capsule sur les eaux. Je propose qu'on se retrouve pour notre prochaine capsule qui, vous le rappelle, va traiter donc cette fois de l'eau en bouteille. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de vous hydrater.